Bonjour et bienvenue dans cette vidéo explicative sur le Descartes System. Alors, le Descartes System est composé, comme son nom l'indique, de cartes qui remplacent les dés. Ici, vous avez, donc c'est les prototypes, mais ça sera les vrais fonds qui vont être vendus avec la campagne. Les fonds des cartes pour différents types d'univers. Donc, vous avez bien sûr de l'heroic fantasy, du steampunk, du fantastique, Cthulhu, parce que la campagne sous le règne de Cthulhu va être motorisée avec ce système, du post-apocalyptique. Ici, vous avez du cyberpunk et de la science-fiction, parce que le système peut être utilisé avec n'importe quel univers. Ce qui va nous intéresser ici pour comprendre le système, c'est uniquement le chiffre qui se trouve là. Alors, comment est composé un deck du Descartes System? Eh bien, c'est composé de 25 cartes, de 1 ici à 25. Hop, ou là, par exemple, la tête. Il y a aussi des cartes avec les armes. Voilà, vous avez des fusils à pompe, des mitraillettes, revolvers, bien sûr des dagues magiques, des sabres, etc. J'y reviendrai un peu plus en détail plus tard. Il y aura aussi des cartes sortilèges. Pareil, j'y reviendrai un peu plus tard quand le système sera expliqué. Alors, ce n'est qu'une petite partie des cartes sortilèges ou pouvoirs psioniques qui existent dans le jeu. Bien, maintenant que nous avons vu toutes les cartes qu'il y aura dans le Descartes System, allons un peu plus dans le système de jeu. Donc, vous avez des compétences. Les compétences s'expriment en nombre de cartes à piocher, soit avec un effet négatif, soit avec un effet positif. Par exemple, si vous avez moins 4 cartes, eh bien vous piochez 4 cartes et vous gardez la plus mauvaise, ce qui représente environ 6% de chance de réussite pour une difficulté moyenne, la difficulté moyenne étant entre 12 et 13. Pour donner une idée du résultat en pourcentage, moins de 4C représente une compétence à 6% de réussite, moins 3 cartes 13%, moins 2 cartes 25%, une carte 50%, et après on passe à 2 cartes à 75% et 3 cartes 88%. Si vous avez moins de cartes, vous piochez 2 cartes et vous gardez la plus mauvaise, et ainsi de suite. Et si vous avez plus 2 ou plus 3 ou plus 4 cartes, eh bien, vous gardez celle que vous désirez. En général, les joueurs, bizarrement, choisissent la meilleure. Alors, je vais donner un exemple simple pour comprendre le principe. Donc, je disais, si vous avez une carte, difficulté moyenne 12, vous piochez une carte, donc ici 24. Vous comparez par rapport au résultat, 24, c'est une réussite. En cas d'égalité, si vous avez pioché 12, eh bien c'est aussi une réussite. Si vous aviez une compétence à plus 3 cartes, vous aurez pioché 3 cartes et vous gardez celle qui vous arrange, ici le 24. Il y a un 8 et un 13, mais cela, on ne s'en occupe pas. On compare juste par rapport au niveau de difficulté à atteindre, ce qui montre que c'est vraiment très très simple. Une fois que c'est réussi, je reprends toutes les cartes en main, y compris le 8, et je remélange pour me préparer pour un nouveau tirage. A l'inverse, si j'avais moins 3 cartes, eh bien pareil, je vais piocher 3 cartes, et je vais garder la plus mauvaise, ici le 7, donc l'action est échouée. Par contre, un intérêt qu'il y a par rapport au dé classique, c'est que vous voyez ici, vous avez plutôt un bon chiffre qui est 18 et 7 et 9 qui sont des chiffres un peu bas. Eh bien, ces 7 et 9, je vais pouvoir les écarter temporairement du jeu et je ne vais ne remettre que le 18 dans mon deck et je vais mélanger. Alors attention, on écarte les cartes que sur les échecs, pas sur les réussites. Et ce qui fait que au prochain tirage, eh bien, j'aurai une meilleure chance de réussir mon test. Alors, quand est-ce qu'on récupère les cartes? Quand je pioche le 25, que le test soit réussi ou échoué, parce qu'on peut très bien avoir, par exemple ici, si on a moins de C, on pioche le 25, mais on fait un 8, donc le test est échoué. Et bien dans ce cas-là, on reprend toutes les cartes en main et on remélange. Pour les niveaux de difficulté, donc 0, c'est inratable, 1 à 5, très facile, 6-10, facile, 11 à 15, on est dans la moyenne, 16 à 20, difficile, 21-25, très difficile. Pour faire un test en opposition, il n'y a rien de plus simple. Par exemple, l'attaquant, le joueur, a plus de cartes, il va piocher 2 cartes, plus 2, il garde la meilleure, et le maître de jeu a décidé que son PNJ
n'avait qu'une carte, il pioche une carte, on compare les deux. Ici, c'est le joueur qui remporte. Si le joueur avait fait 9 aussi, en cas d'égalité, avantage au joueur. Et voilà pour le principe du système de jeu, c'est terminé. Avec ça, vous pouvez déjà jouer. Allons maintenant un peu plus loin. Les plus attentifs d'entre vous auront remarqué qu'ici, il y a des petits textes en cas de réussite particulière ou d'échec particulier. Donc une réussite particulière, c'est s'il y a 10 de différence entre le niveau de réussite à atteindre et le tirage. Par exemple, vous avez fait une réussite particulière. Si on fait générique, ta confiance te fait récupérer un point de chance. Ou si vous étiez en train de faire quelque chose de technique, justement, tu connais bien ce matériel, ton action est soit indécelable, exemple crochetage, soit améliore temporairement la capacité de ce matériel. Si on avait fait un échec particulier, pour l'instant je reste un peu sur les hors combat, j'y reviendrai après. Générique, finalement cet échec t'aura plus appris qu'autre chose, tu gagnes 2 points d'XP au lieu d'1. Et social, tu es tellement nerveux que tu en bégayes, ton auditoire finit par perdre patience et ne t'écoute plus ou se moque de toi. Alors ça, c'est des effets qui sont juste à titre indicatif pour le maître de jeu ou le joueur, qui peuvent aider à amener un peu d'ambiance dans la partie. Ce n'est pas du tout obligatoire. Maintenant, et très rapidement, les combats et les dégâts. Donc, les combats, pareil, le même principe, on va voir la réussite. Si c'est une réussite particulière dans le combat, ton coup a fait très mal à la cuisse gauche et les dégâts sont multipliés par 5 au lieu de multipliés par 4. Je vais expliquer ça après. Si vous êtes à plus 3C en combat et que vous faites une réussite particulière, par exemple, on peut imaginer que 19 est une réussite particulière, vous pouvez très bien choisir d'appliquer la réussite particulière d'une des autres cartes. Par exemple, ici, ce coup à l'estomac semble faire mal, pioche une carte et multiplie les dégâts faits par son bonus. Ou là, ton adversaire porte sa main à son ventre, essayant de juguler le flot de sang émanant de sa blessure. Il perd 2 points de blessure par round. Les effets sont encore une fois pour rajouter un peu de fun dans les actions de combat. Et si vous tuez votre adversaire, ton adversaire s'effondre en lançant un dernier cri au monde au choix du maître de jeu, Maman, Cthulhu vaincra, je hais les PJ, etc. Ou la main droite de ton adversaire est déchiquetée, ce qui lui permet de voir à travers juste avant de décéder. Cela s'applique aussi aux joueurs si le MJ est méchant envers eux. Les dégâts, eh bien ici, comme je vous ai dit, vous avez un multiplicateur par 4, un x4, et sur l'arme, vous avez aussi un multiplicateur, 3x. Pour savoir combien font les dégâts, c'est vous multipliez les deux chiffres, donc ici, 3 x 4, 12. Cela fait donc 12 points de dégâts, sachant que vous avez des points d'endurance. Au-delà de 10 points d'endurance, c'est des points de blessure qui sont pris, sachant qu'un joueur a maximum 25 points d'endurance et 25 points de blessure pour un humain. Et les points d'endurance se récupèrent assez rapidement, contrairement aux points de blessure. Quand un joueur tombe à 0 en points d'endurance, eh bien, il est inconscient. Quand il tombe à 0 en point de blessure, il est mort. Vous trouvez aussi sur l'arme la portée efficace, le type, c'est une arme de poing en l'occurrence, pour le français. La discrétion, pas de malus pour le français parce que c'est une arme petite et facile à cacher. Le nombre de cartouches, avec un système, si vous ne voulez pas vous embêter à compter le nombre de cartouches, si vous piochez une carte de 1 à 3, ça veut dire que le chargeur est vide et qu'il faut recharger. Et rechargement, ça prend un round parce que c'est un simple chargeur. Et il y a une cadence de tir aussi indiquée. Même principe, pareil, avec le fusil à pompe. Mais là, ce coup-ci, c'est une arme d'épaule. Pour le sabre, même principe. 2x plus force. Donc, on va rajouter la compétence en force. Portée efficace contact. Type escrime. Discrétion, résultat diminué de 8 parce que c'est une arme difficile à dissimuler. Le prix, etc. À autre utilisation, vous pouvez utiliser le sabre pour sabrer une bouteille de champagne, et ça, c'est la classe. Les sorts au pouvoir psy, pareil, même principe, ça va être avec des cartes que les joueurs ou le maître de jeu va avoir sous les yeux, donc inutile de feuilleter le livre de tous les côtés. Ça va être une catégorie magie ou psionique. On verra dans la règle du jeu, c'est expliciter la différence. Un système d'aide si on veut créer de la magie spontanée, mais là je ne vais pas l'expliciter ici.
le type de portée, la difficulté pour lancer le test, à moduler, donc ici 13 à moduler par le maître de jeu, et la durée. Ici, à chaque fois, en fonction, est expliqué si ça fait un effet standard, une réussite particulière ou un échec particulier. Un effet standard, ça soigne 1 point de blessure par round. Le lanceur perd 2 points d'endurance par point de blessure soigné. Donc ça permet de récupérer les points de blessure, ce qui est plutôt avantageux. S'il fait une réussite particulière, le lanceur perd 1 point d'endurance par point de blessure soigné. Alors, c'est pas mis sur la carte, mais si c'est un échec, ça ne fonctionne tout simplement pas. Et si c'est un échec particulier, le bénéficiaire perd 1 point de blessure et le lanceur perd 2 points de blessure aussi. Même principe pour tous les autres sorts. Pareil, encore une fois, ce n'est ici qu'une petite partie des sorts epsioniques qui seront proposés. Pour terminer la présentation des cartes de jeu, qui sont les cartes habituelles, vous avez ici 2 lignes en fait, qui permettent de faire des tirages aléatoires. Donc la ligne du dessous va toujours de 3 à 12. Si vous voulez aller un peu plus loin, eh bien, ce n'est pas difficile. Hein. Il suffit de tirer des cartes jusqu'à 25. On peut le faire facilement. Vous imaginez que vous avez 5 joueurs autour de la table. Il y a un effet qui va s'appliquer à un joueur au hasard. Vous piochez une carte. Et ici, si vous piochez donc le 17, ça sera le deuxième joueur qui va subir l'effet. Sur celle-là, c'est le premier joueur qui va subir l'effet. Et sur celle-là, c'est le troisième joueur. Si vous avez 5 joueurs et par exemple 3 PNJ, donc vous avez 8 personnages qui potentiellement peuvent avoir l'effet, il n'y a qu'à lire sur la colonne 8. Ici, ça sera le premier joueur, là le troisième joueur. Et si je pourchanger un petit peu, là, ça sera le 6e joueur. Donc ça sera un PNJ qui va subir l'effet. Sur le côté de la carte, il y a cette zone en jaune. Alors ça, c'est des effets pour aider le maître de jeu en cas de perte de sanité mentale d'un joueur. Alors bien sûr, le maître de jeu peut changer, prendre autre chose qui lui plaît. Mais ici, on va se retrouver avec un joueur qui va se mettre à tirer en continu, s'il a une arme à feu, bien sûr, et qui ne rechargera pas son arme. En gros, ça fera clic, 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 et il sera tellement en panique qu'il ne pensera pas à recharger son arme. Là, il va fuir, ce qui lui sauvera peut-être la vie. Là, il va s'évanouir, et ici, il va se mettre à pleurer tellement il est terrorisé. Vous avez aussi, de l'autre côté, du texte sur une petite zone en bleu. Là, c'est pour faire de la narration participative. Encore une fois, c'est une option. Mais dans le principe, vous voulez que vos joueurs fouillent une maison et vous voulez être sûr qu'ils trouvent l'objet important plutôt que de dire, de faire des tests qu'ils sont capables de louper, parce qu'on connaît tous les joueurs comme ils sont. Eh bien, là, vous avez 4 joueurs, vous allez piocher 4 cartes, plus 2 pour donner un peu de souplesse, et c'est les joueurs qui vont eux-mêmes raconter comment se passe la fouille de la maison. Eh bien, par exemple, il va y avoir un chat qui va un peu les effrayer avant d'entrer. Ils vont rentrer à l'intérieur, et à l'intérieur, ils vont entendre un bruit. Ils vont fouiller un petit peu, et ils vont tomber, par exemple, sur une personne âgée qui leur fait peur au début. Et il se trouve que cette personne âgée est en fait un allié improbable, ou une alliée improbable, qui va, du coup, une agréable surprise, qui va leur donner le code du coffre-fort où se trouve l'objet caché. Là, je l'ai très résumé, mais les joueurs peuvent s'amuser avec et vous faire une vraie séquence à l'intérieur, voire même vous demander de jouer l'allié improbable. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que je vous ai bien expliqué le fonctionnement du Descartes système, qu'il vous aura plu. Vous aurez pu constater que c'est un système très simple, très rapide à mettre en place et très intuitif. Toutefois, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et à bientôt pour une prochaine vidéo où je présenterai la campagne sous le règne de Cthulhu.